Alors, bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une actrice passionnée, généreuse, originaire de Russie, avec une maîtrise exceptionnelle de trois langues, une polyvalence rare dans le monde du spectacle. Elle a illuminé les scènes, les écrans avec sa présence captivante. Lisa Paturel, bonjour. Bonjour. Ouh là là, merci pour cette présentation. Ça me fait rougir. Merci beaucoup. Merci à toi d'accepter mon invitation. Je commencerai directement par l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire et te motive dans ta carrière d'actrice? C'était toujours le cas. En fait, ce qui m'inspire dans le métier, c'est la possibilité de partager mes valeurs, de parler des sujets qui me touchent et surtout à travers des projets dans lesquels je travaille, de passer un message aux gens qu'ils ne sont pas seuls, que il y a les autres gens qui vivent les mêmes histoires, les mêmes sentiments, les mêmes émotions et que on peut toujours trouver le soutien et l'inspiration dans le cinéma. Et pour moi, c'est le grand bonheur de participer à la création de ces messages importants. D'accord. Maintenant, j'aimerais faire un petit retour en arrière, genre retour vers le futur. On est en 2014, tu arrives en France, tu parles pas le français, tu n'as aucun réseau dans le monde artistique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passent tes premiers jours? Bah, les premiers jours, en fait, bon, déjà, il faut savoir que je suis venue par amour, donc je ne suis pas venue par hasard. Donc, la décision de déménager en France, c'était vraiment mon choix personnel et c'était le choix de suivre mon mari, qui n'était pas encore mon mari à cette époque-là, mais donc mon grand amour. Donc, les premiers jours, c'était tout, bien sûr, dans l'amour, dans l'excitation. Euh, de cet inconnu en fait qui ne me faisait pas peur. Donc pour moi, c'était un challenge, c'était le pays que j'ai toujours admiré sans le connaître même. Donc les premiers jours, vraiment, c'était très joyeux. C'était peut-être un peu moins joyeux quelques mois après, quand je me suis rendu compte que bon, le moment est venu de trouver ma propre place, d'essayer de évidemment de trouver comment je peux continuer mon métier, être actrice quand on ne parle pas la langue du pays, c'est pas évident. Et donc, ça, c'était le moment peut-être plus difficile. Et la décision que j'ai prise assez vite, c'était vraiment de consacrer tout mon temps pour apprendre au plus vite le français, pour l'avoir au moins à un niveau qui me permettra de communiquer et surtout d'intégrer une école de théâtre à Paris. Parce que même si j'étais déjà comédienne depuis assez longtemps avant, j'ai bien compris que c'est important que je passe encore une fois par l'apprentissage ici. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait, hein. J'ai passé 3 mois pour apprendre le français et j'ai intégré l'école. Mais 3 mois, c'est super rapide hein, pour apprendre le français. C'est pas une langue évidente, hein. Bah, j'ai eu les cours très très intensifs. J'étais complètement immergée parce que mon mari il est français, donc sa famille était complètement française. J'ai eu très peu de connexions russophones à cette époque-là à Paris. Donc en fait, oui, c'était rapide, c'était brusque. J'étais comme lancée dans l'eau froide, mais en même temps, c'est ça qui a rendu peut-être mon apprentissage efficace. Mhm, Et j'étais d'accord. super motivée parce que je comprenais que bon, pour moi, c'est le seul moyen de trouver ma place. Donc, plus j'apprends vite, plus j'avance vite. Donc, c'est tout. Et ça aide aussi. Je sais, tu disais qu'au début, c'était un petit peu genre la lune de miel et après, les difficultés sont arrivées. Quels sont genre, justement les défis que tu as rencontrés après, tu sais, justement dans le milieu de l'industrie cinématographique française? Quels sont tes premiers défis? Dans l'industrie cinématographique française en particulier, bah, Mhm, déjà, au début, je me suis rendu compte très très vite que je ne comprends pas du tout quelle est la porte d'entrée dans l'industrie cinématographique. Parce que moi, je viens du milieu théâtral. Donc, en Russie, je ne travaillais qu'au théâtre. Et c'était aussi pour moi un choix et un défi. Je voulais absolument passer à l'écran. Je voulais absolument commencer à travailler dans le cinéma. Mais au départ, je me suis dit, bah, si je comprends pas que faire, c'est forcément parce que je ne parle pas français. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas que ça le souci, parce que tous mes camarades de classe
ont eu les mêmes problèmes que moi. Donc, personne ne savait comment trouver des castings, comment avoir accès en fait aux gens qui peuvent décider notre destin. Et c'est vraiment le premier choc, c'était la manque d'informations basiques, en fait, qui permettent de commencer à faire les vrais pas et de ne pas rester que dans le noir. Donc, c'était vraiment le choc que j'ai rencontré. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis beaucoup, beaucoup orientée justement à la recherche des questions des réponses à ces questions, ce qui est un peu orienté tout ce qui s'est passé après pour moi. En D'accord. sachant quelle activité je mène aujourd'hui. Ouais. Justement, on parlera plus en détail de ton parcours. Tu sais, Mm. tu disais que Ouais, toi, tu as ouais. fait du théâtre en Russie. Est-ce que tu peux nous Mm. parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivé à faire du théâtre, à faire du cinéma? Comment ça a démarré tout ça en fait? Tout ça, c'était aussi un peu inattendu. En fait, beaucoup de choses dans ma vie se passent d'une manière pas préparée, inattendue. Donc, en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai intégré l'université. Ma première formation, c'était linguistique. Donc, je suis docteur en linguistique. Mais au tout début, en fait, dès ma première année, j'ai eu la proposition de intégrer le troupe de théâtre qui a travaillé à cette époque-là avec mon université. Et du coup, je l'ai pris un peu comme loisir. Et je suis allée, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et une copine qui m'a dit, allez, on passe une audition juste pour le plaisir, bah voilà, après les cours. Et finalement, en fait, quand on est rentré dedans, on s'est rendu compte que c'est pas du tout un loisir, mais c'est un vrai théâtre avec la vraie troupe qui est le théâtre qui est reconnu par l'État. Et on a passé l'audition. Donc, moi, j'étais prise et j'ai commencé à prendre les cours. Et en fait, c'était la formation en plus. Donc, c'est comme ça, en fait, j'ai passé l'audition et je suis tombée un peu comme dans la sorte de classe libre, donc c'était pas payant. J'ai passé l'audition, j'étais prise, je me suis dit, bah, ah, waouh, ok. Et j'ai commencé à prendre les cours du soir, donc c'était les cours du soir de théâtre. Et très, très vite, comme c'était pas une école de théâtre, mais c'était le théâtre qui fonctionnait et qui a eu sa propre studio, en fait, où ils ont formé leurs propres acteurs, en gros. Très vite, au bout de, je sais plus, peut-être un mois ou un mois et demi après le début du cours, on m'a proposé directement d'intégrer déjà le spectacle qui était dans le répertoire parce qu'effectivement, le metteur en scène, il a eu besoin de comédiennes comme moi et comme il m'a vu en cours, du coup, il m'a placé assez rapidement sur un des projets et après il y a eu d'autres. Et je me souviens que le tout premier fois quand je me suis retrouvée sur scène, ça c'était encore un choc parce que normalement j'ai dû être dans un corps de ballet parce que dans le théâtre il y avait aussi beaucoup de spectacle de comédie musicale et donc je me suis préparée pour être tranquillement en quatrième rang, cours de ballet. Donc, voilà, ça a dû être mon premier spectacle. Et on était, je sais pas, à 3, 4 répétitions avant la sortie du spectacle et il y avait un souci avec une actrice principale qui a eu le rôle qui n'était pas très très grand, mais quand même présent parce que dans la comédie musicale, c'était un peu une histoire qui faisait le fil rouge du spectacle. Et donc, le metteur en scène, il se tourne vers moi et il me dit, bah, Lisa, tu montes sur scène. Tu prends le texte, essaye le rôle. Et du coup, avec les jambes qui tremblent, je monte sur scène et on me donne le texte. Et je dis, mais normalement, j'ai dû être dans 3 jours encore du ballet, je connais rien. Et finalement, en fait, ça se faisait. Donc, il m'a dit, bah, tu joues dans 3 jours. Voilà, tu as 3 jours pour apprendre le texte. Il n'y avait pas beaucoup de texte, mais l'importance était quand même immense parce que c'était un gros spectacle et c'était ma première fois sur scène. Waouh! Et déjà, devant je sais plus, il y avait peut-être 500, 600 personnes. Mais c'est très bien passé et après, bah, il y avait d'autres rôles et d'autres rôles. Et j'ai passé dans ce théâtre j'ai passé 8 ans dans ce théâtre et pendant ces 8 ans, j'ai pu jouer plein de rôles merveilleux. Donc, je suis tellement reconnaissante pour cette partie de ma vie, hein. C'était vraiment extraordinaire. C'est c'est une belle aventure parce que j'ai lu quelque part que les théâtres en Russie ne fonctionnent pas comme en France. Quand on a un rôle là-bas, Mhm. c'est comme un petit peu un CDI, c'est vraiment un contrat qu'on a. Exactement. Oui, oui, exactement. Et c'est ça qui était aussi un peu un choc en arrivant en France.
parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout le système d'intermittence. Donc, en Russie, il n'y a pas de cette aide de l'État aux acteurs. En fait, c'est très difficile pour les acteurs de cinéma parce qu'ils ont vraiment zéro aide. Donc, ils vivent avec ce qu'ils arrivent à décrocher comme des contrats et on sait tous que c'est pas facile. Mm. Par contre, pour les acteurs de théâtre, pour les comédiens de théâtre, du coup, c'est beaucoup plus stable parce que même si les salaires sont pas immenses, mais on est vraiment en CDI. Donc, pendant 8 ans, j'étais en CDI, j'étais payée d'une manière stable. Et c'est comme ça, en fait, on peut se permettre de se détendre, en gros, et de vraiment se consacrer à la création du spectacle. Et parfois, ça nous a pris 2 ans pour monter un spectacle. Ça nous a pris parfois un mois et parfois 2 ans. Et donc, on peut se permettre de faire de l'art, quoi. Oui, il y avait un petit peu cette sécurité. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, tu disais tout à l'heure que ta vie, elle est faite de choses inattendues. Là, c'est la partie de l'émission où on raconte justement des choses inattendues, hilarantes. C'est la partie anecdote. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une anecdote à tes débuts à Paris, en passant des castings, quelque chose qui t'a un peu... En passant des castings, bah, l'anecdote que j'aime beaucoup raconter, et j'en Oui. parle dans mon livre même, c'était un de mes premiers castings que j'ai passé à Paris. Je ne savais pas du tout à cette époque-là encore comment ça fonctionnait parce qu'il faut savoir que, encore une fois, même si pendant 8 ans j'étais comédienne, je ne passais pas du tout des castings. Donc, en gros, je connaissais pas du tout l'exercice. Comme j'ai dit, j'étais prise après une audition classique et après, Ouais. en fait, je faisais partie du même troupe. Et donc, pour moi, l'exercice de casting, c'était quelque chose de complètement inhabituel et très difficile, bien sûr, parce qu'on passe un examen. Et je ne connaissais pas des codes du tout. Donc, je ne connaissais pas, par exemple, que, il fallait un certain type de photo pour postuler au casting. Et c'était vraiment le casting un peu malheureux pour lequel j'ai envoyé juste les photos que je trouvais plutôt Mhm. pas mal, qui dataient un peu. Et sur ces photos-là, en fait, j'ai pas du tout eu le même look que à l'époque quand je postulais. Donc, j'avais genre les cheveux longs bruns et sur les photos, j'avais les cheveux courts roux. Et je me suis dit juste, bon, bah, la tête n'a pas trop changé, le visage n'a pas trop changé. Donc, Ouais. voilà, les photos sont jolies. Et du coup, j'ai envoyé ces photos-là. J'étais invitée à un casting et quand je suis rentrée, en fait, les gens ne me sont pas reconnus. Donc, en fait, ils m'ont dit, bah, mais vous êtes qui? Et donc, en gros, je vois qu'ils cherchent dans leur papier parce que normalement, en fait, ils n'attendaient pas quelqu'un avec mon look. Donc, je me dis, ah bah oui, en fait, sur les photos, c'était pas les mêmes personnes, mais c'est toujours moi. Et déjà, j'étais très déstabilisée parce que j'ai vu qu'ils étaient désagréablement surpris, évidemment, parce qu'ils n'ont pas vu la personne qui l'attendait. Et en plus, je maîtrisais très mal à cette époque-là le français. Mhm. Et ma presque seule phrase clé de mon personnage, c'était, j'ai dû jouer une assistante, je sais plus, j'ai dû en fait sortir dans la salle d'attente et j'ai dû dire, il n'y a personne aux gens qui sont aux gens qui sont dans le Dans la bureau. salle, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai confondu et j'ai ouvert et j'ai dit, il y a quelqu'un. Et en fait, je vois que l'acteur, les gens qui ont dû me donner les répliques, c'était vraiment le silence total. Et j'ai vu en fait le regard, comment ils sont échangés, parce qu'ils ont dit, mais elle est folle, cette fille. Et en fait, pour moi, le truc, c'est que quand j'apprenais le français, évidemment, je me suis beaucoup appuyée sur l'anglais. Et donc, pour moi, personne est person. C'était très proche. En fait, pour moi, dire il n'y a personne, pour moi, c'était comme il y avait vraiment quelqu'un. There is a person. Et Yeah. donc, en fait, c'était vraiment comme les faux amis des traducteurs, comme on dit. Et du coup, j'ai compris que bon, c'était peut-être un des pires castings de ma vie parce que déjà, je ne suis pas venue avec la même tête. J'ai dit n'importe quoi et genre, voilà, le message complètement opposé à ce qu'il voulait. Ouais. Je pense qu'il se souvenait bien de cette folle. Voilà. Tu les as marqués en tout cas. Tu les as Je marqués. ne sais pas. Mais ça m'aurait fait drôle de les revoir et de voir s'ils s'en souviennent de cette anecdote aussi. Mais c'est là, on en parlera tout à l'heure dans l'émission, c'est là d'où Mm, l'importance d'avoir du bon matériel en fait. mm, tout à fait.
C'est nécessaire. C'était peut-être un des moments quand vraiment je me suis rendu compte sur mes propres erreurs, en fait, sur ma Mhm. propre chair, à quoi ça sert vraiment. Que c'est pas juste la théorie, mais à quoi ça sert vraiment, pourquoi c'est vraiment important d'avoir du bon matériel et de comprendre la langue en laquelle vous passez les essais. Exactement. Mais si on parle un petit peu de l'évolution de ta carrière professionnelle, elle a évolué assez rapidement. Toi, en moins de 10 ans, tu as pu travailler dans plus de 20 projets, tu as même eu des Oui. prix, des nominations. Est-ce que tu as remarqué un changement des opportunités depuis que tu as eu ces distinctions? Est-ce que ça veut dire que maintenant le travail vient plus facilement à toi? Parce que tu as eu des prix comme le prix du meilleur acteur pour La Mouche de bronze. Tu as eu une Mhm. nomination pour le rôle féminin avec Emma. Tu en as eu aussi à l'international. Donc, est-ce que tout ça, ça a fait évoluer ta carrière un peu? Je dirais pas honnêtement que ce sont les nominations qui ont fait que quelque chose a changé. Parce que ça, bien sûr, à tous les acteurs, ça fait énormément plaisir d'être reconnu et d'obtenir le prix. Après, je pense que ce qui a vraiment changé des choses pour moi, c'est que moi, j'ai changé l'angle sur lequel je vois ma carrière et ma manière de rapprocher les gens, de proposer ma candidature et la connaissance de ma propre valeur, des choses qui me distinguent des autres. Je pense que c'est plus ça qui a eu vraiment l'importance significative au niveau de carrière. Après, au niveau du jeu, au niveau de travail, j'essaye juste toujours d'être un peu dans le mouvement. J'essaye toujours de trouver le moyen de pratiquer, de m'entraîner et de ne pas stagner dans mon jeu, même si c'est pas toujours évident, même si c'est pas toujours facile et parfois la vie juste ne permet pas d'avoir beaucoup d'opportunités de, je sais pas, prendre les cours ou les stages et tout, mais j'essaye toujours quand même d'être dans dans le cœur de l'action et j'espère que ça aussi donne ses fruits. Mhm. Tu sais, tu dis justement, tu parles d'être dans le cœur de l'action. Si on parle un peu du monde du cinéma, parce que le monde du cinéma, c'est un monde qui est un peu stressant, comment toi, tu gères les stress et les défis que tu peux affronter dans ta carrière? Mal. J'adore. Je pense que non, mais je pense en fait c'est très intéressant comme question parce que d'un côté, tu as tout à fait raison, c'est très très important de se créer une sorte de carapace qui permettra de ne pas en gros mourir chaque fois quand tu as le refus, chaque fois quand tu es dans les périodes complètement creuses, quand il n'y a rien, quand rien ne se passe parce qu'il peut avoir plein de facteurs qui jouent. Ça peut être ta propre situation, ça peut être le changement de ton typage, ça peut être la Covid, ça peut être, je sais pas, la grève, les JO qui vont influencer le nombre de tournages. On peut avoir plein des choses qui influencent notre situation et notre carrière. Et c'est Mhm. très important de savoir le prendre d'une manière sereine mais en même temps, je pense que c'est utopique de penser qu'on peut arriver à un moment de notre carrière quand on va apprendre à rester complètement zen. Et donc, je pense que c'est aussi un peu, c'est la réalité et c'est aussi la force d'acteur d'être très sensible à ce qui se passe. Et c'est normal d'être stressé avant le casting. C'est normal d'être déprimé quand on n'est pas pris après le casting qu'on a préparé, je sais pas combien de callbacks qu'on a passé et quand on a vraiment cru que ça va se faire. C'est normal de pleurer, c'est normal d'aller, je sais pas, taper quelque chose parce que parce que tu es énervé. Ça fait partie du jeu. Ce qui Mhm. est important, c'est de savoir à un certain moment te dire stop, allez, je me défoule, je laissais passer cette émotion. Et là, il faut que je revienne sur les rails de travail parce que je sais que même si ça me touche énormément émotionnellement, je sais que c'est juste le parti du travail. Et je sais qu'au moment quand je vais décrocher un rôle, ça va être une énorme recharge de batterie qui va me ressourcer et qui va me redonner les forces et la motivation pour encore plusieurs mois d'échecs qui sont inévitables parce que Mhm. la carrière d'acteur n'est jamais linéaire. Donc, pour répondre à ta question, je les gère, j'essaie de les gérer d'une manière le plus sereine possible en me permettant
de sentir le trac, en me permettant de sentir le stress, en sachant que, bon, j'ai quelques astuces et des tips pour me mettre dans l'état de travail pour ne pas être envahi par le stress. Mais au final, c'est normal. Nos émotions et le fait que tout ce qui se passe dans le métier, c'est tellement important pour nous que ça nous touche profondément, c'est aussi la force d'acteur. Mhm. Donc, il ne faut pas essayer de complètement le combattre. Donc, pour nos auditeurs, si vous êtes inquiet avant un casting ou vous stressez, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Absolument, absolument. Ce qui est pas normal, c'est que quand c'est le stress et le trac qui sont tellement forts Mhm. que ça terrifie complètement, que ça tétanise et que l'acteur n'est pas capable de montrer ce qu'il a préparé et ce qu'il peut montrer juste parce qu'il est tétanisé par cette peur. Là, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut savoir en gros, régler le niveau d'adrénaline qui doit aider, mais qui ne doit pas quand même devenir le personnage principal de votre performance, en gros. C'est Tout clair. est Ça, la c'est question de dosage. c'est ça. Ça, c'est bien dit. Tu sais, en préparant l'émission, quand on se parlait un petit peu, tu me disais, ouais, tel jour ne fonctionne pas parce que j'ai un casting. Tu as eu un casting hier. Comment ça s'est passé? Tu peux nous en raconter un peu? Euh, si si j'ai eu le casting hier, parce Non, que tu as moi passé un j'ai eu le casting. casting Oui, comment hier, ça s'est vraiment, passé? Oui, oui. comment ça s'est passé? Mais comment tu le sais que je l'ai passé? Bah, Personne ne on en sait. parlait. T'as oublié? On se parlait. Je sais tout. Ah, hier, j'ai eu le casting qui s'est passé très bien, mais qui, en fait, elle était complètement inattendue parce que c'était une impro totale et en fait, j'ai presque été pas censée de passer ce casting. Donc, c'est passé merveilleusement bien parce que je n'avais rien à préparer vraiment. Donc, je suis venue complètement fraîche, complètement ouverte au- à tout ce qu'on va me demander parce que je savais que ça va être vraiment une impro. Et parfois, ça peut être déstabilisant de passer les impros, mais parfois, on se sent super à l'aise. Et pour moi, bah, c'était le cas quand je me suis sentie super à l'aise. Donc, voilà, c'est bien passé. Après, je ne sais pas encore si je vais être prise ou pas. Évidemment, je n'ai pas encore des retours, mais je l'ai super bien senti ce casting. Donc, on verra. En tout cas, je suis contente de moi. Tant mieux, tant mieux. Tu sais, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des différentes casquettes que tu portes. Mhm, Tu as joué plusieurs rôles dans ta carrière. Tu as été professeur de théâtre et responsable de bureau de casting à Acting International. Comment tu mhm. jongles justement ces différentes facettes dans ta carrière? En fait, j'ai toujours combiné ça avec le travail de comédienne, bien évidemment. L'époque quand j'étais prof de théâtre, donc je travaillais dans plusieurs écoles de théâtre et bon moi c'était pas très difficile en fait de jongler parce que je donnais les cours, surtout les cours de soir, donc au niveau de planning il n'y avait absolument rien de compliqué. Et quand je donnais les cours de théâtre, pour moi aussi en fait c'était un moment de maintenir en forme mon propre instrument. Parce qu'évidemment, quand on est dans le partage, quand on guide, quand on montre quelque chose, quand on lance les improvisations, on est toujours, en tout cas moi, dans mes cours, je n'étais pas une spectatrice, je n'étais pas un prof qui reste juste derrière et qui donne des directions. Moi, j'essayais toujours d'être dedans, être dans la conversation. Et je trouvais ça très, très enrichissant. Après, quand j'ai arrêté petit à petit de travailler en tant que prof de théâtre, c'était parce que j'ai commencé à vraiment développer une autre direction qui était plus dans l'accompagnement des acteurs dans la gestion de carrière, justement. Et j'ai plutôt commencé à vraiment consacrer mon temps à ça parce que bon, c'était le bon moment pour moi et j'ai senti un énorme potentiel et mon propre intérêt dans ce sujet, dans cette branche qui, je trouvais, était pas du tout représentée en France et je trouvais ça vraiment dommage. Moi, j'avais besoin de ça pour moi parce que j'étais justement à une certaine période de stagnation avec ma propre carrière et j'ai cherché les débouchés, j'ai cherché les choses concrètes que je peux faire pour ma propre carrière. Et comme je suis juste comme ça, naturellement, je suis très dans le partage. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le
le raconter à quelqu'un. Je ne peux pas le garder pour moi, sinon j'explose. Et donc, pour moi, c'est vraiment naturel d'être dans le partage. Et j'ai commencé à vraiment partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai déduit à cause de mes propres flops, comme l'histoire de casting que je vous ai raconté. J'ai commencé vraiment à m'orienter beaucoup à tout ce qui concerne la gestion de carrière. Et j'ai créé ma page Instagram, j'ai créé ma propre formation qui s'appelle Vers un rôle de rêve, j'ai écrit un livre et c'était à peu près à cette époque-là que les écoles de théâtre ont commencé à s'intéresser aussi à cette direction, à ce que je propose et que j'ai commencé à collaborer avec Acting International. Mhm. On m'a donné vraiment ce poste responsable de bureau de casting, mais pour être encore plus précise, ce que je faisais, c'était plus le conseil en gestion de carrière. Donc, je faisais vraiment le consulting, gestion de carrière pour les élèves de théâtre. Et après, je continuais à le faire sous forme de masterclass ou des séances dans les autres écoles de théâtre. Et je le fais toujours dans différentes écoles. Donc, comme c'est vraiment quelque chose qui est que je trouve passionnant, qui m'inspire énormément, je passe beaucoup de mon temps à vraiment travailler sur cette direction. En plus, parce qu'il faut être toujours au taquet, il faut toujours connaître toutes les infos les plus fraîches parce que ce sont des choses qui changent Mhm. très, très rapidement. Et j'ai envie vraiment de toujours, bien sûr, partager les informations les plus actuelles à Mhm. mes élèves, à mes followers, etc. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais finalement, ça m'aide aussi, évidemment, en tant qu'actrice, parce que absolument toutes ces infos sont ultra pratiques. Et du coup, en revenant à ta question sur les casquettes, en fait, je ne dois pas complètement, tu vois, changer les chaussures entre les deux. Donc, tout ce que j'apprends en tant que coach carrière, je Mhm. l'applique quand je peux à ma propre carrière et vice-versa. Tout ce que j'apprends en tant qu'une comédienne, donc là, Mhm. je passe un casting, je me dis, ah bah tiens, j'ai jamais pensé à ça et c'est important de le raconter aux autres. Donc, Mhm. en fait, c'est très lié. C'est très lié, c'est très mélangé et je pense que ces deux côtés se nourrissent mutuellement pour moi. Mhm. Oui, Voilà. quand tu dis c'est important de le raconter aux autres, ce partage. Tu as écrit un livre qui s'appelle Acteur, manuel de survie. Justement, Mhm. j'aimerais qu'on revienne là-dessus et savoir quel a été le déclic pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre et de le partager en fait? Il y avait deux choses. Donc, en fait, le premier déclic pour moi d'écrire un livre, vraiment, c'était parce que à cette époque-là, ma page Instagram, ça faisait déjà, je sais pas, peut-être 3 ans à peu près que j'avais ma page. Et Mhm. j'ai eu déjà pas mal d'acteurs qui me suivaient. Et en fait, comme l'idée de ma page est que je voulais vraiment créer un espace très friendly, très sécurisé est très utile pour les acteurs, quel que soit leur niveau. Et en fait, mon principe et mon devise, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. Parce que très souvent, en fait, les acteurs, ils ont plein de questions, mais comme c'est vraiment quelque chose à quoi on ne parle pas. Souvent dans les écoles de théâtre, même pendant 3 ans, on parle du jeu, surtout les formes et les angles, mais on n'explique pas, je ne sais pas, comment écrire une candidature spontanée ou qu'est-ce que c'est un CMB ou donc voilà les choses qui sont vraiment c'est essentiel pour la vie de comédien et les acteurs ils ont très peur de poser ces questions. Donc genre tu reçois ta première feuille pour le tournage et tu sais pas la lire. Tu Mhm. sais pas, tu comprends pas en fait qu'est-ce que je dois déduire de ça. Et donc, moi, le principe était que je partageais l'information et que j'ai toujours invité les gens de me poser les questions. Et à un certain moment, je me suis rendu compte, mais franchement, je réponds à tout le monde, mais c'est à peu près 50e fois que je reçois la même question. Et donc, je- j'ai vraiment envie de répondre à tout le monde parce que je respecte tout le monde, mais franchement, si ce sont vraiment les questions, comment dire, fac, donc les questions les plus fréquentes, Ouais. peut-être que ce serait bien quand même que je l'écrive quelque part pour qu'elle soit accessible. Et d'abord, je me suis dit, bah, est-ce que je fais ça en sorte de, je sais pas, un site ou quelque chose, quelques articles? Et après, je me suis dit, mais honnêtement, j'ai tant de choses à dire, j'ai tant de choses à partager Mhm. et
franchement, je pense que c'est dommage qu'en France, on n'a pas encore de livres comme ça, parce que aux États-Unis, à l'Angleterre, il y en a plein. Et Mhm, moi, j'ai lu plein de livres sur ce sujet qui sont en anglais et je mhm, n'ai pas trouvé un seul en français. Et en plus, je trouve que le cinéma français, il est quand même très, très spécifique. Donc, il y a certains codes qui ne sont pas les mêmes que dans le cinéma anglophone, évidemment. Et du coup, je me suis dit, mais vraiment, c'est un défi. Pourquoi pas? En plus, moi, comme j'ai dit, ma première formation, je suis linguiste. J'étais toujours très, très à l'aise avec l'écriture, avec la langue. mhm. Alors, je vais commencer, on verra où est-ce que ça m'amène. Et c'était pile le premier confinement. Du coup, j'avais beaucoup de temps. Ok. Euh, Et pendant le premier confinement, en fait, je l'ai écrit juste comme ça, presque sans arrêt. Je pense qu'en quelques semaines, ça a été écrit. Après, c'était pas si simple après, parce que bon, Mhm, une fois je l'ai écrit, et après, il avait encore plein d'étapes très difficiles, beaucoup moins évidentes pour que ça voie le jour finalement. mhm, Mais je savais et je le donnais à quelques personnes que je respectais énormément, dont la vie me comptait énormément. Et comme mhm. ces personnes, et même les personnes en fait qui venaient des milieux complètement différents, et même les gens qui n'étaient pas du tout dans le cinéma, qui l'ont lu, ils ont dit, mais franchement, il faut vraiment que tu le publies. Parce que Super. c'est intéressant, parce que Mhm. ils m'ont dit, bah, c'est facile à lire, donc il faut que tu trouves le moyen de le publier. Et je me suis dit, bah, OK, allez, on va chercher le moyen de vraiment euh, le publier. Donc, voilà. Si on reste toujours dans ton livre, quels sont justement les principaux thèmes? C'est quoi le contenu de ton livre? Qu'est-ce que tu abordes dedans comme sujet? Ben, justement, comme ça s'appelle le manuel de survie, ce sont des choses que je considère, bon, hein, je l'appelle ça un rigolant, mais finalement, en fait, il n'y a que la petite partie du blague, tu vois, dans la blague. En fait, c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour les acteurs s'ils veulent être vus comme des professionnels dans l'industrie. Et je voulais justement aborder toute cette partie de la vie d'acteur qui est hors jeu. Donc, ce n'est pas du tout un livre d'exercice de jeu ou de quoi que ce soit. Je ne prétends pas du tout à proposer une nouvelle méthode du jeu, mais je parle de tout ce que l'acteur doit savoir. Par exemple, à quel point c'est important de définir son typage, son emploi, quand est-ce que c'est important, pourquoi il ne faut pas avoir peur que ça va devenir une étiquette sur le front. Euh, je parle beaucoup de tout ce qui concerne le dossier, donc tous les matériels promotionnels que l'acteur doit avoir. J'essaie de donner toujours des conseils les plus concrets possibles, donc de ne pas juste écrire, vous devez avoir des bonnes photos, mais parce que c'est facile de le dire, vous devez avoir des bonnes photos, mais d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir des bonnes photos, comment Mhm, on peut choisir le photographe, comment l'acteur lui-même, il mhm, peut s'aider dans la préparation de shooting, comment se comporter, etc. Pareil pour le CV, pour la bande démo. Comment on travaille avec, quelles sont les solutions pour créer la bande démo si on n'a pas encore d'expérience. Donc, toutes ces choses ultra pratiques, mais de point de vue de comédienne qui a passé par là, parce mhm, que il y a la partie théorie, mais il y a aussi la partie pratique, comment je le réalise. Et mhm, après, on parle de tout ce qui concerne le casting. Donc, j'ai un grand, grand, grand chapitre dédié au casting et justement tout ce qu'il faut faire, comme je dis, avant, pendant et après le casting, parce mhm, que souvent les gens en fait pensent que le casting c'est juste le jour J, le moment quand tu rentres dans la pièce, mais finalement il y a une énorme partie préparative avant et je trouve aussi que c'est très important qu'on rappelle aux comédiens que le travail, l'analyse de la scène pour le casting n'est pas égale l'analyse de la scène quand tu es déjà confirmé pour le rôle et quand tu as déjà tout le scénario devant toi. C'est un exercice très particulier. Et donc, les objectifs sont aussi différents parce qu'on doit, en quelque sorte, impressionner les gens en face de nous. On doit mhm, proposer notre vision et parfois avoir deux, trois versions dans la poche si on nous dit, allez, fais-le autrement. Et mhm, parfois, ça arrive.
Donc, il y a une grande partie préparative et il y a aussi une partie préparative au niveau carrière parce qu'il y a une partie renseignement obligatoire à faire avant Mhm, le casting, ce que les acteurs souvent ne font pas. Et c'est souvent, c'est très dangereux de ne pas le faire. Donc, je parle de tout ça, de tout ce qui se passe pendant le casting, bien évidemment, de tout ce qui se passe après le casting, de tout aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour mhm, convertir cette rencontre pour les futurs castings, même si on n'a pas été pris, parce que c'est très souvent le cas, quand le comédien n'est pas pris pour ce rôle-là, il y a une montre raison pourquoi ça peut se passer comme ça, mais après, si on a fait quand même du bon boulot et si on arrive à garder le contact avec les gens intelligemment, délicatement, il y a beaucoup de chances qu'on va penser à nous, mhm, etc., etc., etc. Et bien sûr, tout ce qui concerne la self-tape, qui est la réalité d'aujourd'hui. Donc, j'aborde vraiment tous ces sujets qui mhm, ne vont pas, euh, comment dire, ils doivent aller en parallèle avec l'apprentissage au niveau jeu. mhm, Ça ne remplace à aucun cas, mais je pense que c'est vraiment les informations, mais juste essentielles. mhm. C'est la survie, parce qu'on peut savoir jouer comme des dieux, mais si on ne sait pas comment se montrer, comment arriver au moins en pièce de casting, ben, probablement personne ne saura jamais qu'on joue comme des dieux. Bah oui. Mais Voilà. tu sais déjà, félicitations parce que le titre, il est très accrocheur. Tu te dis acteur, Merci. manuel de survie, on se dit, oh mon Dieu, c'est vrai en fait, quelque part, c'est un peu comme une survie des fois. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école de théâtre. C'est ça. Et j'aimerais revenir sur tout ce que tu viens de nous dire. C'était une belle masterclass. Tu as parlé de typage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport aux auditeurs qui ont aucune idée qu'est-ce que c'est un typage en fait? Tu peux nous donner un exemple? Ouais. Le typage, c'est vraiment un thème que j'adore parce que j'ai déjà eu beaucoup d'occasions de voir à quel point la compréhension de son typage change la posture d'acteur et change sa stratégie. Donc en fait, l'idée est que, surtout quand on parle de cinéma, chaque acteur il doit se rendre compte de quelle image il envoie en fait. Donc comment on le voit. Quand l'acteur il rentre dans la pièce, le directeur de casting, le réalisateur, en quelques secondes, ils vont déjà se faire une idée, est-ce que c'est le personnage qu'on cherche ou pas? Et donc, surtout pour les acteurs qui débutent, surtout pour les acteurs qui ne sont pas encore très, très connus, c'est très important de comprendre comment on les voit et pour quel rôle on va les prendre les plus facilement parce que dans le cinéma, on n'a pas beaucoup de temps pour répéter et on n'a pas beaucoup de temps pour aller vers le contre-emploi. Donc, ça ne veut absolument pas dire que l'acteur ne peut jouer que les rôles qui sont dans son typage actif. Mais ça veut dire qu'il aura probablement beaucoup plus de chances au début d'être pris pour les certains rôles s'il se rend compte de quelle image il envoie. Mais ce qui est, ça, c'est assez basique. Donc ça, je pense que c'est ce que tout le monde comprend quand on entend parler de typage ou emploi, on peut l'appeler comme on veut. Mais ce que moi, personnellement, je trouve très important de expliquer pourquoi beaucoup d'acteurs sont peur de typage. Parce qu'on a aussi cette idée que quand on est dans un certain emploi, on risque d'être bloqué dans cet emploi pendant toute la vie. Donc, si on me, je sais pas, si une comédienne, elle est toujours appelée pour des rôles des filles blondes, bêtes, sexy, ça va être toujours comme ça et elle veut jouer autre rôle. Si le mec, il est toujours appelé pour les rôles de, je sais pas, de vigile, de grands mecs qui font peur, il va toujours jouer ce type de rôle. Il y a ce danger effectivement, et ce danger, il vient d'où? Il vient juste du fait que si le comédien, il est très bien dans ce type de rôle, ça rassure le directeur de casting. Donc, on sait déjà qu'il est super dans ce rôle. Du coup, quand la prochaine fois, j'aurai besoin de même type de rôle, je vais appeler la même personne, évidemment. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est le comédien, en fait, qui gère son image. Ça, c'est la première chose. Et c'est avec ses matériels et c'est avec sa communication qu'on peut toujours orienter comment on veut être vu. Mais pour le faire, c'est très important de faire le travail préparatif et de faire une vraie analyse de ce qu'on renvoie comme image. Et pour faire cette analyse, il faut prendre en compte, bien sûr, l'apparence, parce que on est dans l'art visuel et on ne peut pas nier l'information, en gros, que notre apparence montre. Donc, si je sais pas, une fille, elle est de petite taille, elle est blonde, elle a des cheveux longs, elle a des cheveux bouclés, elle a des grands yeux, on va plutôt penser peut-être au rôle assez
fillette, assez douceur, sensibilité, plutôt que lui proposer un rôle, je sais pas, d'une grande vilaine voilà, qui fait peur à tout le monde. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre déjà que quand on analyse son apparence, et si on le fait d'une manière très concrète, en appliquant les méthodes de morphopsychologie tout simplement, on voit que chaque personne, chaque être humain, en fait, on est tous différents. Et donc, chaque trait de notre visage raconte une certaine chose. Et il y a juste peut-être la majorité des traits qui parlent de quelque chose qui saute aux yeux. Mais il y a quand même aussi d'autres traits qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut faire ressortir pour changer cette image de nous. Et c'est souvent, c'est très frappant avec le maquillage parce qu'on voit, on dit, bah, cette personne, on peut la maquiller, on peut la coiffer autrement et on dit que c'est pas la même tête. Mais Mhm. c'est pas parce qu'on lui a dessiné une autre tête, c'est parce qu'on a mis en valeur d'autres traits qui sont présents aussi et qui racontent une autre histoire. Et le fait que les traits de visage racontent quelque chose qui a de la valeur cinématographique, parce que la morphopsychologie et les idées qu'on peut avoir à propos de certains traits de visage, c'est quelque chose qu'on partage tous. Et la preuve, ce sont par exemple les dessins animés. Quand on regarde les dessins animés, on voit tout de suite, sans explication, ça c'est un méchant, ça c'est un gentil. Mhm. Et même sans connaître l'histoire, on le voit et parfois on peut même pas s'expliquer pourquoi. Mais si on commence à réfléchir, on dit bah oui, mais quelqu'un avec le grand nez crochu, avec le menton très étroit, forcément ça va être un méchant. Et l'autre, forcément, ça va être un protagoniste. Bien sûr, dans les dessins animés, c'est exagéré pour les Mhm. enfants. Mais l'idée est là, hein, Mhm. qu'on lit les informations Mhm. de visage et on comprend déjà un peu quel va être le personnage. Et donc, c'est super intéressant pour un acteur de faire vraiment cette carte de traits de son visage, de comprendre quelle information les traits de son apparence peuvent envoyer et comment il peut jongler en fait de ça pour se montrer plus antagoniste ou protagoniste, plus sexy ou plus, je sais pas, combattant. Mais ça, on parle que de l'apparence. Et il y a Mhm. aussi la partie caractère. Il y a Mhm. l'énergie, il y a la personnalité qui souvent les gens ne prennent pas en compte quand ils parlent du typage. Souvent, quand les gens parlent du typage, déjà, il y a peu qui en parlent, mais ceux qui en parlent, souvent, c'est que à propos de l'apparence. Mhm. Donc, toi, tu es blonde, tu vas être une princesse. Toi, tu es brune, tu vas C'est être ça. une méchante. Mais en fait, il y a aussi l'énergie et la personnalité, la psychophysique, donc tout ce qui est gestuel, mimique, démarche, qui encore de leur côté rajoutent énormément d'informations. Et en fait, pour moi, définir le typage pour un acteur et de créer vraiment cette carte, cette immense carte de tout ce qu'il peut être en comprenant qu'il y a forcément des choses qui sautent aux yeux en premier, ce que j'appelle le typage neutre. Mais il y a aussi d'autres choses, et il y a énormément d'autres choses sur lesquelles l'acteur peut s'appuyer pour créer un autre type de personnage. Et il y a peut-être des choses qui sont complètement inexistantes dans lui, ni dans l'apparence, ni dans le caractère. Donc, ça veut dire que s'il tombe sur les rôles qui nécessitent, je ne sais pas, par exemple, le rôle d'une femme sexy, mais c'est une fille qui n'a pas du tout de ça, de ce côté sensuel, ni dans son apparence, ni dans son attitude. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle ne peut pas le jouer, mais ça veut juste dire que ça va lui demander beaucoup de travail, de transformation totale, ce qui est normal parce qu'on est acteur, Mhm. mais mais le comprenant permet de aborder la préparation pour un casting d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus sereine. Parce que je sais que là, j'ai besoin vraiment de tout créer, de changer le garde-robe, de changer mes démarches, de tout changer. Je vais peut-être m'inspirer par quelqu'un d'autre, je vais passer plus de temps pour me préparer que pour un autre rôle que je peux avoir en gros les doigts dans le nez parce que j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Parce que n'importe qui va me voir au premier regard va dire, bah oui, je sais pas, c'est une secrétaire idéale. Et donc, pour moi, vraiment connaître son typage, c'est avoir tant d'outils qui permet à un acteur d'être à 100% prêt pour n'importe quel rôle sur lequel il tombe. Donc, comme tu vois, et j'espère que j'ai réussi à l'expliquer, que c'est très, très loin de l'histoire de se limiter. Au contraire, Non, 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 ça donne les connaissances d'histoire. tu l'as très bien expliqué. Et même pour être plus concret, tu avais utilisé l'exemple de Tom Cruise dans une de tes interviews pour mieux comprendre le Oui. typage. Est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui connaissent pas un peu?
De l'histoire de Tom Cruise, ça c'est pour expliquer qu'en fait le typage c'est quelque chose qui existe à tous les niveaux. Donc n'importe quel acteur, débutant ou connu ou déjà un grand star, ils sont forcément dans l'histoire de typage. Et j'aime bien l'exemple de Tom Cruise, de Reese Witherspoon, comme les exemples des grandes stars qui ont à un certain moment décidé qu'ils veulent changer leur typage et qui ont travaillé, donc comme au début j'ai dit qu'en fait c'est l'acteur qui change son typage, et qui ont décidé qu'ils veulent être vus autrement par l'industrie. Et donc Tom Cruise, qu'on connaissait surtout à ses débuts comme un garçon dont toutes les filles sont amoureuses, comme le vampire Lestat, tu vois. Cocktails, tout ça, oui. Oui, c'est ça. Et après, à partir de certains moments, on ne voit Tom Cruise que comme un acteur qui fait ses films d'action, qui fait ses propres cascades, qu'on associe maintenant beaucoup plus à Mission Impossible Mm, que aux films comme ceux qu'il a fait au début. Et donc, c'est le changement de message, c'est le changement de euh, l'image qu'il renvoie qui fait que peut-être le premier film, peut-être les gens vont être encore hésitants. Est-ce qu'on peut vraiment le voir? Est-ce qu'on peut voir Jim Carrey, qu'on connaît comme un grand comique, dans un rôle profondément dramatique? mhm, Peut-être il aura des doutes, mais au niveau de producteurs qui ont quand même les enjeux financiers extraordinaires. Mais après, une fois que l'acteur fait ses preuves, bien sûr, les prochains films viendront beaucoup plus facilement. Évidemment, quand on parle des célébrités, on peut dire, bon, ils ne se battent pas tout seuls, ils ont toute une équipe, ils ont une équipe PR, ils deviennent eux-mêmes les producteurs, comme Reese Witherspoon, et ils peuvent se permettre de créer les projets et se écrire les rôles, en gros, qu'ils peuvent jouer. Mais en fait, quand j'ai dit que c'est pareil dans tous les niveaux, donc les échelles sont différentes, mais c'est pareil dans tous les niveaux, et l'acteur qui n'est pas encore très connu, il peut toujours casser une image qu'il envoie. S'il décide qu'il veut être vu autrement, il suffit de faire le nouveau éventail des matériels. mhm, Il va pouvoir montrer qui, à travers quel il va prouver qu'il peut jouer ce qu'il veut jouer maintenant. mhm. Donc, c'est un peu le même principe. C'est juste que, bon, oui, quand c'est sont des célébrités, c'est plus spectaculaire. C'est ça, oui. Non, mais c'est pas C'est mieux comme une illustration. Bah oui, on voit beaucoup mieux parce qu'il y a eu des acteurs comme Brad Pitt, DiCaprio, Joe Pesci, sont tous passés par là, par ce genre de typage, parce qu'on est tellement habitué à les voir dans certains Oui, rôles bien sûr. qu'on n'arrive pas à voir ailleurs, en fait. Bien sûr, après, les acteurs, ils peuvent se sentir super bien dans ce type de rôle, ils peuvent aimer jouer ce type de rôle. Après, on ne sait pas. On ne sait pas Mhm, comment ça se passe pour eux. Ça peut être, je sais pas, peut-être qu'ils sont poussés vers une certaine direction, mais finalement, on ne voit pas, si on réfléchit, on ne voit pas tant des comédiens qui ont mhm, resté vraiment bloqués toute leur vie dans un seul type de rôle. Quand même, si on mhm, commence à vraiment creuser, si on commence à vraiment regarder les filmographies, on voit que plus ou moins tous les acteurs, ils ont la possibilité de tester différentes directions. Après, est-ce que ça marche ou pas? Ça, c'est une mhm, autre question. Et souvent, on peut dire, celui, il ne fait que des comédies bêtes. Mais si on va creuser et on va regarder sa filmographie, très probablement, on va trouver les films où ils ont joué pas du tout ce type de rôle. C'est juste que ces films n'ont pas apporté des millions et du coup, mhm. c'était moins bancable. Bien sûr. Mais finalement, j'essaie toujours de passer le message que les comédiens, ils sont beaucoup plus puissants Mhm, dans tout ce qui concerne les décisions dans leur carrière qu'on ne pense. Il y a beaucoup plus de choses qui dépendent du comédien, quel que soit son niveau dans la carrière. C'est important quand même de prendre la responsabilité bien sûr. de sa vie. C'est clair, c'est important. Tu sais, Ouais. justement, on parle, c'est important, on parlait de l'importance du matériel. Quelles sont si jamais tu devais me donner 5 erreurs, quelles sont les 5 erreurs que tu rencontres régulièrement et c'est pour ça que ça t'a poussé aussi à faire ton livre, les 5 erreurs que les comédiens font régulièrement, en fait. Dans les matériels, Ouais, dans les matériels, les 5 erreurs. Je pense que pour chaque élément du dossier, je peux donner au ok, moins 5 erreurs. vas-y. Mais je pense que déjà, le plus grand problème, ce sont les photos qui ne sont pas efficaces. Les photos sont
crucial. Les photos avec lesquelles les acteurs postulent ont une importance ultime. Et parfois, j'ai même entendu parler les directeurs de casting clairement qui m'ont dit vraiment, il vaut mieux avoir les bonnes photos et pas de bande démo du tout qu'avoir les photos médiocres et la bande démo médiocre. Donc, si on a la bonne photo, ça peut déjà être quelque chose qui peut donner envie d'inviter les gens dans la pièce. Mais pour avoir les bonnes photos, le grand problème aussi, c'est que les comédiens économisent sur les shootings. Et on pense souvent que un copain qui a la caméra peut me prendre des belles photos, c'est beau, c'est fidèle, ça va, ça passe, mais la concurrence, elle est extrême. Et l'importance vraiment d'accrocher euh, de l'intérêt de directeur de casting des premières secondes, elle est tellement élevée. Et donc, même si les photos sont simples, sont correctes et ça passe, en gros, Mhm. c'est juste qu'avec quand il a la concurrence élevée et il y a d'autres comédiens qui ont les photos qui sont juste extraordinaires, et quand je dis extraordinaires, je ne sais pas forcément dire qu'elles sont très très chères ou qu'elles sont très habillées ou retouchées, surtout pas. C'est juste qu'elles sont plus efficaces parce qu'elles sont faites par des professionnels qui savent quels sont les genres de genre en fait de photos de comédiens. C'est une grande, grande différence. Donc déjà, la grande première erreur, c'est ne pas prêter suffisamment d'attention à ces photos. Mhm. C'est très important. Après, il y a plein de petites règles. Il y a des règles que les gens parfois ne connaissent pas ou ils décident que ça ne les concerne pas, par erreur. Mais des choses comme qu'on ne peut pas utiliser les photos en noir et blanc, qu'il faut vraiment faire très très attention à votre tenue, à votre look, aux bijoux qu'on utilise, parce que c'est très facile de tomber dans le déguisement, parce que la frontière entre la photo efficace de comédien et la photo artistique, c'est quelque chose qui est très fragile et que les comédiens ne voient pas. Donc, souvent, les comédiens, ils ne voient pas que leurs photos, elles sont très, très belles, mais pas du tout efficaces pour le directeur de casting. Donc, on admire plus le travail des photographes que on peut se connecter avec l'énergie d'acteur. Donc, ça, c'est vraiment un grand problème. Après, au niveau du dossier, un autre grand problème, ça va être le CV. Le CV, c'est un élément du dossier qui est quand même très important. Il y a les gens qui ne le lisent pas, mais en règle générale, vraiment, on a le trio d'or, donc les photos, le CV et la bande démo. Et le CV, il doit être très compact, très concret, et le CV doit être vraiment une invitation pour passer à l'action. Donc, le CV, ce n'est pas le récap de tout ce que l'acteur a fait dans son passé, c'est une promesse de ce que l'acteur peut faire dans le futur. Et c'est une chose qui est très délicate et je pense que pas tout le monde sent la différence. Et donc, justement, pour être une bonne promesse, il faut parfois que le CV soit plus aéré. Il faut peut-être pas essayer de mettre absolument tout ce qu'on a fait, mais ne garder que des choses qui sont ultra puissantes et qui représentent vraiment ce que l'acteur a proposé. C'est important de indiquer dans le CV le type de rôle qu'on a joué, surtout si on a joué des premiers rôles, des seconds rôles, même si c'était des courts-métrages. Donc, il y a beaucoup de nuances aussi de comment on peut le présenter pour que ce soit lisible, pour que ce soit efficace et pour que vraiment ça donne envie de rencontrer la personne et de lui poser des questions. Donc, c'est vraiment important de penser à ça. Et après, on aura bien sûr plein d'erreurs cruciales au niveau de la bande démo. Donc, déjà, la bande démo, c'est important de savoir que c'est un élément qui est très important, mais qu'il vaut mieux, comme j'ai déjà dit, il vaut mieux ne pas avoir la bande démo qu'avoir une mauvaise bande démo. Et cette tendance à voir la bande démo à tout prix, faite par n'importe quoi, rien que juste une histoire de pouvoir envoyer le lien, ça, c'est une mauvaise stratégie. Et parfois, il faut se rendre compte, si le comédien n'est pas capable de le décider lui-même, il faut aller voir quelqu'un, il faut voir un coach, un ami réel, n'importe qui, à qui le comédien va faire confiance pour que les gens lui disent, mais vraiment, ces matériels ne te mettent pas en valeur du tout. Donc parfois, il faut tout virer, il faut Tout tout refaire. enlever
il faut tout refaire et parfois, si on n'a pas d'extrait de bonne qualité qui montre le niveau de jeu, qui montre qu'on est capable de travailler dans des bons projets, parce que le niveau de jeu peut être bon, mais si le projet il est mal fait, ça donne pas confiance. Donc, Mhm. ça juste donne pas confiance, ça donne pas envie de le regarder. Et dans ce cas, parfois, il vaut mieux faire une bonne self-tape, simple, propre, mais où vraiment on va se concentrer que sur l'acteur et sur son jeu. On va dire, waouh, j'ai pas remarqué que 3 minutes sont déjà passées. Et ça, c'est le jeu pur. Et pour les directeurs de casting qui ont l'œil, qui ont de l'intelligence et ont de la sensibilité, ça va être beaucoup plus pertinent que cette salade faite par les projets amateurs qui sont vraiment difficiles à regarder. Et si on continue de parler de la démo, c'est aussi très important de savoir que la démo doit absolument commencer par le gros plan de comédien. Donc, on doit tout de suite le voir. Et si possible, ça doit être vraiment le projet, le meilleur projet. En gros, il faut toujours commencer par le dessert. Il faut toujours donner le meilleur dans les premières secondes parce que vous ne Mhm. savez pas si les gens vont regarder jusqu'au Mhm, bout. mhm, Il ne mhm. faut pas faire tenir l'intrigue, il ne faut pas les préparer pour le mieux à la fin. Ils vont juste pas aller jusqu'à la fin s'ils ne sont pas vraiment attirés, accrochés des premières secondes. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir commencer fort. Et donc, il y a vraiment plein de nuances, mais en gros, ce sont vraiment ces trois éléments qui sont super Mhm. importants. Et du coup, j'ai dit deux pour la démo. Et disons que la cinquième qui me reste, c'est le fait que les comédiens ne prêtent pas suffisamment d'attention à leurs compétences spécifiques et ne les mettent pas en valeur. Et ils oublient de vraiment mettre en avant tout ce qu'ils savent faire en plus du jeu. Parce Mhm. que quand les comédiens, il sait danser, jongler, je sais pas, il a le permis bateau, moto, hélicoptère, il fait le saut au parachute, je sais pas, il parle la langue des signes. Donc, quand il y a des choses spécifiques, c'est une énorme porte d'entrée. Quand vous parlez les langues, quand vous connaissez, vous savez faire quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ça, c'est grâce à ça que le Mhm. comédien qui est même pas connu peut avoir sa chance parce que parfois, quand on cherche cette compétence en particulier, les directeurs de casting peuvent être en galère. Et c'est là où on va peut-être donner la chance à quelqu'un qu'on ne connaît pas encore parce qu'il a un atout en plus. Et souvent, les comédiens, ils ne pensent pas à le mettre dans leur CV, à le mettre dans leur site, à avoir les petites vidéos, même juste des vidéos d'entraînement Mhm. simples pour prouver cette compétence. Et ça, c'est super dommage. J'adore, tu parles avec passion, c'est excellent Ah ta bah vocab. ouais, c'est vraiment ma grande passion, hein, Tu dis beaucoup de belles choses. Tu sais, j'aimerais revenir, on parlait de communauté tout à l'heure. Toi, en 2018, tu as créé rapidement ta communauté qui était Lisa Paturel, acteur sur Instagram, avec plus de 4000 abonnés directement. Si on revient un peu dans l'industrie, c'est comment on peut naviguer dans cet univers qui est très compétitif? Comment on navigue dedans et on garde des bonnes relations en même temps? Bah, déjà, j'ai envie de dire que c'était pas tout de suite avec 4000 abonnés, hein. Non, non, non. J'ai commencé avec un cercle de genre 30 amis Mhm. qui me connaissaient et qui se sont abonnés par pitié, je pense. Parce qu'ils ont dit, OK, bon, Lisa a fait quelque chose, OK, je clique, je m'abonne. Ouais. Donc, c'était pas vraiment le montée aussi rapide. Et au départ, ça s'appelait Pour les comédiens. Mhm. Encore. Euh, Peut-être quelqu'un s'en souvient. Maintenant, c'est l'adresse de mon site pour C'est les ça, ouais. comédiens.com. Mais au début, c'était ça. Mais en fait, pour moi, j'ai créé la communauté et j'avais envie de créer cet espace, comme je t'ai dit au début, pour créer vraiment un espace amical et où tous les acteurs, tous ceux qui veulent devenir acteurs peuvent se sentir en sécurité. Parce que moi, au début, j'avais un grand manque de ça pour moi. Donc moi, je l'ai créé pour moi. Ok. J'avais besoin, parce que moi, je viens vraiment du milieu théâtral et j'étais toujours entourée Ah oui. par les collègues, par la Mhm. troupe, et je me suis sentie extrêmement seule. Et j'ai senti que j'avais vraiment besoin des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui sont de même milieu, parce que là, je parle de solitude professionnelle, bien sûr, pas dans la vie, mais c'est juste que dans ma famille, je suis la seule à être comédienne. Donc, Mhm. j'étais. Maintenant, mon fils, il est comédien aussi, mais à cette Ah, époque-là, il n'était même pas né. Donc, mais j'avais vraiment envie.
envie déjà de créer cet espace parce que j'ai senti que ça manquait. En parlant avec les comédiens que j'ai rencontrés en tournage, déjà, je me suis dit, mais c'est dommage, je sens que maintenant, le projet va être terminé et on va se Mhm. perdre de vue. Ouais. Et ça m'a fait souffrir, parce que ça m'a fait souffrir vraiment, parce que je me suis dit, mais vraiment, pourquoi je ne peux pas, comme au théâtre, tous les garder près de moi, en gros. D'accord. Le projet est terminé, on a passé un superbe moment, et maintenant, ben, on va se séparer, et Mhm. je n'ai pas de lieu pour proposer pour se voir régulièrement. Et déjà, l'idée d'avoir cette communauté, au moins virtuelle, c'était vraiment pour inviter tous les gens qui ont besoin de se sentir soutenus pour avoir cet espace, pour être soutenu. Et après, bien sûr, c'était le partage des informations. Parce que pour moi aussi, c'était le déclic était que quand j'ai tous ces gens-là, tous ces gens formidables que j'ai rencontrés en tournage ou au stage ou au masterclass, les autres comédiens que j'ai rencontrés, que dans la majorité, je trouvais vraiment formidables. J'avais de la peine pour eux parce que je voyais qu'ils n'arrivaient pas à percer. Et Mhm. je voyais qu'ils faisaient bah, les mêmes erreurs que moi ou quand je commençais, quand j'ai envoyé les photos rousses C'est en ça. casting en étant brune. Euh, et donc, j'avais envie de partager, j'avais envie de aider autant que possible parce que je me suis dit, mais ça sert à quoi que j'apprends des choses et que je les garde pour moi. Mhm. Et donc, je pense, et j'ai toujours été un peu dans cette optique que la concurrence, elle existe, mais en même temps, elle n'existe pas. Donc, en gros, c'est très important de comprendre, bien sûr, qu'on n'est pas seul, mais Mhm. en même temps, quand on est dans l'entraide, quand on est vraiment ouvert, quand on est dans le partage, c'est bénéfique pour tous parce que ça change le monde, ça change le milieu. Parce que quand on est tous ensemble et on partage tous les mêmes valeurs, on peut passer le message et on peut vraiment faire en sorte que les choses changent petit à petit. Et l'histoire le montre, pas que dans les mesures de cinéma, mais même dans le cinéma, on voit comment ça s'est passé avec les grèves à Hollywood, qu'on a C'est tous ça. euh, suivi Mhm. bouche bée. Et donc, moi, je pense que c'est le seul moyen, en fait, de survivre dans ce milieu qui peut facilement paraître hostile. Parce que, non pas parce que les gens sont méchants, mais c'est juste que tout le monde est un peu dans son coin. Tout le monde Mhm. se sent seul, tout le monde se sent en danger, tout le monde se sent dans cette, tu vois, envie comme dans la jungle, on se bat pour notre place sous le soleil, mais finalement, les gens souffrent de ça. Et quand on est dans le soutien, quand on dit, bah, franchement, je ressens la même chose que toi, moi, ça m'a aidé, peut-être ça va t'aider à toi. Et Mhm. c'est le partage qui est extrêmement bénéfique pour tout le monde finalement. Et Mhm. là, dans la communauté, j'ai envie d'inclure non pas seulement les acteurs, mais tous ceux qui travaillent dans le milieu. Ouais. Et je suis heureuse de voir que dans ma communauté, maintenant, il y a des directeurs de casting, il y a des réalisateurs, il y a des photographes, et qui apportent chaque fois, ils commentent tout ce que j'écris, et parfois ils sont d'accord, parfois non. On est dans la Mhm. discussion, Bien on est sûr. toujours dans la recherche de vérité, et c'est formidable. C'est comme ça que je le vois. Parce que Mhm. quand on dit la grande famille de cinéma, j'ai envie de le dire sans sarcasme, parce que j'entends Mhm. très souvent les gens le dire avec du sarcasme. Bien Et sûr. pour moi, il n'y a pas de sarcasme. Mhm. Parce que c'est vraiment la grande famille et on fait la même chose. Oui, t'es très Voilà. généreuse. Merci pour ce que tu fais pour nous, les acteurs, nous faciliter la tâche. Franchement, c'est, euh, Merci. c'est génial. Là, on arrive à la partie de l'émission où on parle de promo. Donc, tu peux nous parler un Mhm. peu où est-ce qu'on peut te voir, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut rejoindre ta communauté. C'est ta promo, vas-y. Bah, bien sûr, j'invite tous ceux qui veulent faire partie de la communauté et qui ont des questions qu'ils ont peur de poser par rapport à la vie de comédien, de ne pas avoir peur de me les poser parce que je travaille vraiment pour ça, de rejoindre déjà ma page sur Instagram qui s'appelle Lisa Paturel-de-bas acteur. Donc, je suis toujours ravie d'accueillir les nouveaux membres et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un MP et dès que je peux, je réponds bien sûr à tous ceux qui ont besoin de mes retours. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, je annonce aussi qu'il y a 2 ans, j'ai créé la formation sur la gestion de carrière qui s'appelle Vers un rôle de rêve.
où on travaille tout ça, tout ça, tout ça pendant 6 semaines, où on travaille par exemple précisément tout ce qui concerne le typage, tout ce que j'ai raconté, parce que c'est vraiment le travail qui prend beaucoup de temps, qui demande, il nécessite beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse. Et là, j'accompagne les gens. Vraiment, je les prends par la main et je les accompagne du début à la fin dans tout ce qui est la recherche de typage, la fixation des objectifs, la création du dossier qui va vraiment fonctionner pour vos buts, pour vos envies, la création de votre réseau de networking, de préparation de self-tape. Donc, pendant 6 semaines, on fait tout ça dans une ambiance, dans une superbe communauté. Là, je vais lancer le lundi prochain, le 15 janvier, déjà la 13e promotion de cette formation. On est déjà plus de 220 dans la communauté. Donc, si vous voulez nous rejoindre, bienvenue. Sur mon site pourlescomédiens.com, vous avez toute l'information, le calendrier des prochaines sessions. Et mon livre également, vous pouvez le trouver sur ce site ou sur Amazon, Fnac, si vous voulez. Donc, si mon livre peut vous aider, bien sûr, ce sera aussi avec grand, grand plaisir. Et évidemment, en tant que comédienne, je ne dors pas non plus. Donc, j'ai quelques projets qui sont déjà prévus pour janvier et février, mais pour l'instant, ils sont encore confidentiels, donc je ne peux pas encore parler. J'ai eu Mhm. des bonnes nouvelles de mes confirmations à fin d'année Félicitations. pour que j'ai des choses à célébrer. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, ils sont encore confidentiels. Ce sont des projets. Donc, un de ces projets, ça va être un genre que je n'ai jamais, jamais essayé dans ma vie pour l'instant. Et ça m'intéresse énormément. C'est quelque chose dans quoi j'avais toujours envie de travailler. Et pour l'instant, c'est la première opportunité pour moi de le faire. Donc, j'ai hâte. Et j'espère que ça va se faire, en tout cas. On croise les J'attends doigts. les dates et les infos. Oui. Et sinon, j'ai plusieurs films qu'on a fait l'année dernière, du coup, qui commencent leur chemin sur les festivals. Et donc, aussi, j'espère que on va avoir plein d'occasions de se rencontrer en festival. J'ai un film Don't Look Away qui est en anglais Mhm. et avec lequel on était à un festival à l'Angleterre en septembre. Et j'espère il y aura d'autres festivals qui l'attendront. J'ai un autre film, L'Obscurité de Svetlana Tribul, avec lequel aussi on a été en festival l'année dernière. Et bah, bientôt, je vais à la projection officielle. Donc, il y a des choses qui bougent. Alors, stay tuned, comme on dit. C'est ça. Ma dernière question, ça serait, Elisa, quel conseil, c'est la partie tips de l'émission, quel conseil tu donnerais à un acteur qui veut se lancer demain? Qui va se lancer demain? Oui. euh, Rejoindre la communauté. Et dès que vous avez des questions qui vous paraître bêtes, écrivez à Elisa. Il n'y a pas de questions bêtes avec moi. Non, mais sinon, sans blague, pour un acteur qui veut se lancer demain, il faut croire en soi, tout d'abord. C'est très, très, très important d'être en paix et en confiance avec soi-même parce que c'est le métier qui n'est pas facile, mais tout est possible dans ce milieu. Par contre, il faut vraiment penser à bien prendre le temps pour comprendre comment fonctionne l'industrie. Les choses ne tombent pas du ciel. C'est important de comprendre comment ça marche, avec qui vous allez travailler. C'est important de connaître le nom des gens qui travaillent dans l'industrie aujourd'hui. Et ça demande du temps, ça demande de la recherche. Donc, il faut bien penser que ça ne suffit pas juste de vouloir. C'est la structure et le système de travail définit tout, en fait. Quand on ne l'a pas, bon, ça peut marcher, mais finalement, ça va être toujours la question de la chance. Mais quand on est dans la stratégie, dans le système, quand on comprend comment ça fonctionne, c'est plus facile de rester zen, c'est plus facile de ne pas justement tomber dans la dépression quand quelque chose ne va pas. Bien se documenter, c'est très important. Oui. Merci beaucoup, Lisa Paturel, pour cette belle conversation. C'était agréable de Merci discuter avec toi. beaucoup. On a appris pas mal de choses. Je te dis merci. On vous rappelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.